Andrew méprisait sa femme, car elle n'était qu'une simple femme au foyer. Mais lorsque Gouin découvrit ses caches secrètes de faux documents, un jeu commença où un seul des deux pouvait l'emporter. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Gouin se tenait près de la cuisinière, remuant des œufs brouillés dans la poêle, quand elle entendit les pas pressés de son mari dans l'escalier. Andrew descendait tout en boutonnant sa chemise et en consultant son téléphone. Ses cheveux sombres étaient impeccablement coiffés, son costume parfaitement repassé. L'image d'un directeur informatique prospère, dont il était si fier. « Le café est prêt », grogna-t-il sans même lever les yeux de l'écran. « Bien sûr, mon chéri. » Gouin versa le café dans sa tasse bleue préférée, celle-là même qu'ils avaient achetée ensemble pour leur premier anniversaire de mariage. À l'époque, tout était différent. À l'époque, il l'appelait son rayon de soleil et la remerciait pour chaque petit déjeuner qu'elle préparait. Andrew attrapa la tasse, prit une grande gorgée et grimaça. « Trop fort. Combien de fois devrais-je te le dire ? 2 cuillères de sucre, pas 3. »« Désolé, je pensais. » commença Gouin, mais il se dirigeait déjà vers la porte. « Tu n'as pas pensé, tu aurais dû t'en souvenir. C'est la différence entre nous. Moi, je pense de manière stratégique, je négocie avec des clients étrangers, et toi, tu n'es même pas capable de préparer une simple tasse de café. » Il saisit sa mallette et se tourna vers sa femme. « Tu n'es qu'une femme au foyer sans éducation, Gouin. Ne l'oublie pas. » Comme toujours, ces mots la blessèrent profondément. Gouin pinça les lèvres et se tourna vers la fenêtre, feignant de regarder le jardin du voisin. Dehors, une pluie d'octobre crachinait et des gouttelettes coulaient lentement sur la vitre, comme les larmes qu'elle avait appris depuis longtemps à retenir. « Ne sois pas en retard pour déposer les enfants à l'école à 8 heures, ajouta Andrew depuis le seuil. « Et oui, j'ai un client important aujourd'hui, alors si quelque chose d'urgent survient, ne m'appelle pas. Contrairement à toi, j'ai un vrai travail. » La porte claqua. Gouin resta seul dans la cuisine avec des œufs brouillés qui refroidissaient et un goût amer dans la bouche. Elle s'affaissa sur une chaise et prit sa tête entre ses mains. 11 ans. 11 ans qu'elle entendait ce genre de phrase, et chaque fois, la douleur était plus vive. Pourtant, elle avait été différente autrefois. À 27 ans, lorsqu'ils s'étaient rencontrés, Gouin travaillait comme responsable dans une agence de voyage et projetait de lancer sa propre entreprise. Elle avait des rêves, de l'ambition, des projets d'avenir. Mais l'amour est arrivé, ou du moins ce qu'elle croyait être de l'amour. Andrew était charmant, attentionné, et disait vouloir prendre soin d'elle toute sa vie. « Pourquoi as-tu besoin de ce travail, mon rayon de soleil ? Laisse-moi gagner l'argent, et toi, tu nous créeras un foyer douillet. » Il l'avait persuadée, et elle avait accepté. Puis les enfants sont nés. D'abord Dave, puis 2 ans plus tard, Rachel. Gouin s'était entièrement consacré à la maternité et à la création de ce fameux foyer douillet. Mais quelque part en chemin, Andrew avait cessé de l'appeler son rayon de soleil, de la remercier pour les dîners et les chemises propres. À la place, il soulignait constamment combien il gagnait et à quel point sa contribution au budget familial était minime. « Maman, où est papa ?» Dave, 10 ans, échevelé et encore endormi, entra en courant dans la cuisine. « Il est parti travailler, mon bébé. Assieds-toi et prends ton petit déjeuner. » Gouin essuya rapidement ses yeux et sourit à son fils. Les enfants ne devaient pas voir ses larmes. « Pourquoi papa est toujours en colère le matin ?» demanda Rachel, 8 ans, en s'asseyant à côté de son frère. « Il n'est pas en colère. Il a simplement beaucoup de travail. Un travail important. » Gouin posa des assiettes d'œufs brouillés et de toast devant les enfants. « Mangez vite, sinon nous serons en retard pour l'école. » Pendant que les enfants déjeunaient, Gouin préparait leur sac à dos, vérifiait les devoirs et cherchait la barrette perdue de Rachel. L'agitation habituelle dans laquelle ses pensées amères se noyaient. Mais aujourd'hui, elle ne disparaissait pas. Après que les enfants furent partis pour l'école, Gouin commença sa journée habituelle. Elle lança une machine à laver, passa l'aspirateur dans le salon, commença à préparer le déjeuner. Chaque mouvement était perfectionné par des années de pratique. Chaque action faisait partie d'un grand mécanisme appelé tâche ménagère. Mais n'est-ce pas un travail ? Gérer une maison, élever des enfants, créer un confort, cela ne vaut-il rien ? En milieu de journée, sa sœur Olésia appela. « Comment vas-tu, Gouin ? Et Andrew ? » « Tout va bien, répondit Gouin automatiquement, comme toujours. « Andrew travaille beaucoup, des projets importants. Et toi ? Il serait peut-être temps de penser à travailler. Les enfants sont grands maintenant, dit Olésia. »« Olésia,
Pourquoi aurais-je besoin d'un travail? J'ai déjà bien assez à faire. Et puis? Gouin laissa sa phrase en suspens. Et puis quoi? Et puis, mon mari me répétera encore que je ne suis bonne à rien. Gouin, tu es intelligente, capable. Souviens-toi comme tu organisais bien ces voyages. Les clients t'adoraient. Après avoir parlé à sa sœur, Gouin resta longtemps assise à la table de la cuisine, le regard perdu par la fenêtre. Où était passée cette jeune femme qui rêvait de conquérir le monde? Où était passée sa confiance, ses projets, sa propre personne? Le soir, lorsque la famille se réunit pour le dîner, Andrew parla de ses succès au travail, d'un nouveau contrat, d'une augmentation, de la reconnaissance de sa direction. Les enfants écoutaient avec admiration. Pour eux, papa était un héros, brillant et fort. Et maman, qu'est-ce qu'elle a fait d'intéressant aujourd'hui? Demanda Dave. Maman, ricana Andrew. Qu'y a-t-il d'intéressant pour une femme au foyer? Laver, cuisiner, nettoyer. Le travail typique des femmes. Mais maman travaille aussi. À la maison, la défendit Rachel. Ce n'est pas du travail, princesse, dit le père, doucement mais fermement. Le travail, c'est quand on crée quelque chose de valeur, qu'on gagne de l'argent, qu'on développe l'économie. Ce que maman fait, ce sont juste des devoirs. N'importe quelle femme peut cuisiner et faire le ménage. Gouin serra les poings sous la table. N'importe quelle femme. Avec quelle désinvolture il disait cela, comme si ses 11 années de vie, ses sacrifices, son amour pour cette famille ne signifiaient rien. Maman fait beaucoup de choses, protesta Dave avec passion. Elle nous aide pour les devoirs quand tu es au travail, et elle prépare de délicieux repas. Et quand j'étais malade, elle est restée éveillée 3 nuits de suite. Dave a raison, dit Gouin à voix basse. Ce que je fais est important aussi. Andrew la regarda avec surprise, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois depuis longtemps. Gouin, ne commence pas. Tu comprends la différence entre un vrai travail et les tâches ménagères. Je ne dénigre pas ta contribution, mais appelons les choses par leur nom. Tu n'as ni formation ni expérience dans les affaires sérieuses. Tu es une femme et une mère merveilleuse, mais ce n'est pas suffisant dans le monde d'aujourd'hui. Pas suffisant pourquoi? Éclata Gouin. Pour être considéré comme mon égal. Pour que ton opinion ait du poids dans les décisions importantes, répondit Andrew calmement, comme si c'était une évidence. Regarde-toi, Gouin. Tu passes tes journées en peignoir à penser à la cuisine et à la lessive. De quoi pouvons-nous même parler? Tu ne comprends pas mon travail, et le tien. Mais quel travail as-tu? Ces mots achevèrent d'anéantir Gouin. Elle se leva de table et commença à débarrasser mécaniquement les assiettes. Les enfants se turent, sentant la tension entre leurs parents. Plus tard, quand les enfants furent couchés et qu'Andrew se fut retiré dans son bureau pour travailler, Gouin resta longtemps devant le miroir de la chambre. 38 ans, vêtue du peignoir qu'elle n'avait pas quitté de la journée. Des yeux fatigués, sans étincelle depuis longtemps. Était-ce vraiment tout ce dont elle était capable? Andrew avait-il raison? N'était-elle vraiment qu'une femme au foyer sans éducation? Mais quelque part au fond d'elle, dans le recoin le plus éloigné de son cœur, une petite étincelle de rébellion couvait. La même étincelle qui, autrefois, la faisait rêver et faire des projets. Et cette étincelle lui murmurait, « Tu vaux bien plus que ce qu'il pense. Bien plus que ce que tu penses toi-même. » Le samedi matin commença comme d'habitude. Andrew partit pour le bureau, prétextant un projet urgent. Les enfants allèrent passer le week-end chez leurs grands-parents. Gouin resta seul dans la grande maison où chaque recoin lui rappelait les paroles de son mari de la veille. Juste une femme au foyer sans éducation. Cette phrase résonnait encore dans son esprit, lui nouant l'estomac. Elle décida de faire un grand nettoyage. Cela l'aidait toujours à se distraire de ses pensées sombres. Elle commença par les chambres des enfants, puis passa à la chambre et au salon. À l'heure du déjeuner, la maison brillait de propreté, mais l'anxiété n'avait pas disparu. Il lui fallait trouver autre chose à faire. Son regard tomba sur la porte menant au garage. Andrew disait toujours que c'était son territoire, que les femmes n'avaient rien à y faire. Mais aujourd'hui, quelque chose poussa Gouin à y aller. Peut-être le désir de se prouver qu'elle pouvait mettre de l'ordre partout, même dans la zone des hommes. Le garage l'accueillit avec une odeur d'huile de moteur et de poussière. La voiture d'Andrew était garée dans un coin. Le long des murs, des étagères avec des outils qu'il utilisait rarement. Gouin alluma la lumière et regarda autour d'elle. Cet endroit avait vraiment besoin d'un nettoyage. Elle commença par les étagères, essuyant la poussière des boîtes et des bidons.
Puis elle se dirigea vers le coin le plus éloigné où quelque chose de sombre se cachait derrière le vieux vélo de Dave. En écartant le vélo, Gwen vit une vieille valise en cuir usé, au coin métallique. Elle avait clairement coûté cher autrefois, mais était maintenant recouverte d'une épaisse couche de poussière. Étrange, pensa-elle. D'où vient cette valise? Gwen ne se souvenait pas d'avoir acheté quelque chose de semblable. Pour leur rare voyage chez des parents, ils avaient des valises modernes en plastique à roulettes, mais celle-ci semblait être une antiquité. La curiosité l'emporta. Gwen essaya de soulever la valise. Elle était assez lourde. Les serrures étaient anciennes mais non verrouillées. Son cœur s'accéléra tandis qu'elle ouvrait le premier loquet. Probablement de vieilles affaires d'Andrew, se rassura-t-elle. Des documents, des photos de ses années d'université. Mais lorsque le couvercle de la valise s'ouvrit, Gwen se figea. À l'intérieur se trouvaient des documents soigneusement pliés, mais pas du tout ce à quoi elle s'attendait. La première chose qui attira son attention fut un passeport. Elle le prit avec des mains tremblantes et l'ouvrit à la première page. La photo était familière. C'était bien Andrew, seulement une quinzaine d'années plus jeune. Mais le nom sur le passeport était « Quelle est cette absurdité ?» murmura Gwen, relisant la ligne encore une fois. Lucas Brown, né en 1984. Lieu de naissance, Brooklyn. Mais son mari, Andrew Wright, était né à Chicago en 1985. Elle le savait pertinemment. Elle célébrait son anniversaire chaque année. Ses mains tremblaient. Gwen examina les autres documents. Un permis de conduire au même nom, Lucas Brown, diverses cartes bancaires, un livret de travail. Tous officiels, tous pour une autre personne. Une autre, mais avec le visage de son mari. Au fond de la valise se trouvait une enveloppe contenant des photographies. Gwen les vida dans sa paume et faillit les laisser tomber sous le choc. Sur les photos, c'était lui, Andrew. Aucun doute possible. Mais à côté de lui se trouvait une femme inconnue, une belle blonde d'une trentaine d'années, qui l'enlaçait comme on n'enlace que les personnes les plus proches. Des personnes qui s'aiment. Sur d'autres photos, la même femme était avec des enfants, un garçon et une fille à peu près du même âge que Dave et Rachel. Des photos de famille, pique-nique, anniversaire, voyage à la campagne, et partout, il était là. Andrew, mais pas avec sa famille. Une photo marqua particulièrement sa mémoire. Andrew y tenait une petite fille qui l'embrassait sur la joue. Au dos, écrit au crayon, « Papa avec Nancy ». 2018. Gwen se prit la tête entre les mains. 2018, à cette époque, il partait souvent en voyage d'affaires. Il disait qu'il explorait de nouveaux marchés. Elle se souvenait à quel point il lui manquait, comment elle comptait les jours jusqu'à son retour. Et lui, il était avec une autre famille à ce moment-là. Elle avait la tête qui tournait. Gwen s'affaissa sur une vieille chaise dans le coin du garage. Les pensées fusaient. Cela devait être une erreur. Il devait y avoir une explication. Les documents d'un frère. Mais Andrew n'avait pas de frère. Il était fils unique. Le travail. Mais il était programmeur. À quoi bon de faux documents? Elle reprit le passeport et l'examina de près. Tout semblait authentique. Les tampons, les signatures, la photo, ce n'était pas une contrefaçon. Et c'était le visage de son mari, en plus jeune. Gwen fouilla de nouveau dans la valise. Sous les documents, elle trouva un carnet de notes, des numéros de téléphone. L'écriture était familière, large, un peu négligée. L'écriture d'Andrew. À côté des numéros, des noms, Olivia, Nancy, jardin d'enfants, école. Son cœur battait la chamade. Gwen n'hésita qu'une seconde. Puis elle saisit son téléphone et composa le premier numéro du carnet. De longues sonneries, puis une voix de femme. « Allô, bonjour. » Gwen hésita, ne sachant que dire. « Qui est à l'appareil ?» La voix se fit lasse. « Pardon, j'appelle au sujet de Lucas Brown. » Une pause. Puis la voix s'adoucit. « Vous appelez pour le travail ? Lucas n'est pas à la maison en ce moment. Il est en voyage d'affaires. » « Et qui êtes-vous ? » ?»« Un voyage d'affaires. » Gwen sentit le sol se dérober sous ses pieds. Andrew était en voyage d'affaires la semaine dernière aussi. « Je suis une collègue. Quand sera-t-il de retour ? » Il devrait atterrir demain. Il nous manque déjà. Nancy demande tous les jours quand papa rentrera à la maison. Gwen raccrocha le téléphone, les mains tremblantes. « Papa !» Cette femme appelait Andrew papa, à son enfant. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Il a une autre famille. » Tout s'emboîta alors avec une clarté terrifiante. Les fréquents voyages d'affaires, devenus particulièrement réguliers ces dernières années.
Les appels téléphoniques qu'il passait dans une autre pièce. Les nouvelles chemises et l'eau de Cologne, qu'il expliquait comme des cadeaux de clients reconnaissants. Gouin regarda de nouveau les photos. Des visages heureux, des étreintes, des baisers. C'est exactement à cela qu'il ressemblait dans les premières années de leur mariage. Et maintenant, quand l'avait-il enlacé si tendrement pour la dernière fois? Quand l'avait-il embrassé non pas simplement pour dire au revoir, mais vraiment? Dans la valise, elle trouva une autre enveloppe, plus épaisse. À l'intérieur se trouvaient des dossiers de centre médical, des analyses de sang, tous au nom de Lucas Brown, mais avec une adresse dans une ville voisine. Une adresse que Gouin ne connaissait pas. Elle examina chaque document, chaque photo, chaque note. Le tableau devenait de plus en plus clair et terrifiant. Son mari, Andrew Wright, menait une double vie depuis de nombreuses années. Dans la ville voisine, il avait une autre femme, d'autres enfants, un autre nom. « Qui es-tu » murmura Gouin, en regardant la photo de son mari avec la famille d'une inconnue. « Qui es-tu vraiment » 11 ans de mariage se transformèrent soudain en 11 ans de tromperie. Tous leurs souvenirs communs, tous les projets d'avenir, tous les mots d'amour. Qu'est-ce qui était vrai dans tout cela? Gouin replia soigneusement les documents dans la valise, mais garda quelques photos pour elle. Elle devait réfléchir à ce qu'elle allait faire. Elle devait comprendre avec qui elle avait vécu sous le même toit pendant tant d'années. Quand elle ferma le garage, ses mains tremblaient encore. Le monde, qui lui avait semblé si familier et compréhensible il y a à peine une heure, s'effondrait. Et le pire, c'est qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se cachait sous les décombres. Toute la nuit, Gouin ne ferma pas l'œil. Elle était allongée à côté de son mari, qui dormait paisiblement, et regardait son profil familier au clair de lune. Le même nez romain, les mêmes sourcils épais, le même grain de beauté sur le cou. Mais maintenant, ce visage lui semblait être celui d'un étranger. Lucas Brown. Qui était Lucas Brown? Le matin, Andrew partit travailler comme d'habitude, sans même remarquer que sa femme avait l'air épuisée. Les enfants étaient partis à l'école, et Gouin resta seul avec ses pensées et la valise qu'elle avait secrètement ramenée à la maison et cachée dans le placard. La première chose qu'elle sortit fut le carnet avec les numéros de téléphone. Hier, elle n'avait appelé qu'un seul numéro, mais il y en avait plusieurs autres. Elle devait en savoir plus. Au deuxième numéro, une voix d'homme répondit. « J'écoute. »« Bonjour, c'est au sujet de Lucas Brown. »« Qu'est-ce qui lui arrive? Il s'est passé quelque chose ?» Une note d'inquiétude dans sa voix. « Non, non, tout va bien. Je vérifie juste quelques informations. »« Et qui êtes-vous pour lui ?»« Je suis son beau-frère, Thomas. »« D'où appelez-vous? De l'hôpital ou quelque chose comme ça ?»« Beau-frère. » Donc Lucas avait des parents dont Gouin ne savait rien. « Non, pas de l'hôpital. Je vérifie juste quelques données. »« Merci. » Gouin raccrocha rapidement et nota. « Thomas, beau-frère. » Donc cette femme avait un frère ou une sœur. Toute une famille qui connaissait Andrew sous le nom de Lucas. Le troisième numéro portait la mention « Jardin d'enfants ». Gouin le composa, le cœur battant. « Jardin d'enfants les pâquerettes. Bonjour. »« Bonjour. C'est la maman de Nancy. Je voulais avoir une précision sur le spectacle de demain matin. »« Oh, Olivia, bien sûr. Demain à 10 h. Nancy est si excitée, elle n'arrête pas de demander si son papa viendra. Olivia. Le nom de cette femme était donc Olivia, comme c'était écrit dans le carnet. Et ils avaient une fille, Nancy, qui allait au jardin d'enfants et attendait son papa au spectacle. Et lui, Lucas, avait promis de venir. La voix de Gouin trembla. Bien sûr, il ne manque jamais les événements importants. Un père si attentionné. Un père attentionné. Quand Andrew était-il venu pour la dernière fois au spectacle de Dave et Rachel? Il y a environ 2 ans, semblait-il, et seulement parce que Gouin avait piqué une crise. Gouin raccrocha et resta longtemps assise dans la cuisine, se tenant la tête. Marie n'avait pas seulement une liaison. Il avait une seconde famille à part entière. Une femme, Olivia, une fille, Nancy, des parents, des amis. Toute une vie dont Gouin n'avait aucune idée. Mais alors, qui était Andrew Wright? Son vrai nom était-il aussi un faux? Gouin alluma l'ordinateur et commença une recherche en ligne. Lucas Brown, tapa TL dans le moteur de recherche. Les résultats apparurent presque immédiatement. Le tout premier lien menait au site web d'un journal local. Le titre glaça le sang de Gouin. Avis de recherche, l'escroc Lucas Brown, qui a floué des retraités de milliers de dollars. L'article datait de 2009. Il racontait l'histoire d'un montage pyramidal financier organisé par un certain Lucas Brown.
Il promettait aux personnes âgées des taux d'intérêt élevés sur leurs dépôts, avait collecté environ $1 million et avait disparu. Plus de 100 personnes avaient été touchées, principalement des retraités qui avaient perdu leurs économies. L'article comprenait une photo. Gouin fixa l'image floue et sentit ses jambes se dérober. C'était lui, plus jeune, avec une coiffure différente, mais c'était bien son mari. Lucas Brown se soustrait à l'enquête et est sur la liste des personnes recherchées au niveau fédéral, lut Gouin d'une voix tremblante. Selon les informations disponibles, le criminel pourrait utiliser de faux documents et vivre sous un faux nom. Faux documents. Un autre nom, Andrew Wright, un masque cachant un criminel en fuite. Gouin continua sa recherche. Elle trouva plusieurs autres articles sur l'affaire de M. Brown, des avis de recherche, même des vidéos de la télévision locale. Ils disaient tous la même chose. L'escroc avait floué des retraités et s'était enfui avec l'argent. Mais la chose la plus terrible que Gouin trouva se trouvait dans les commentaires sous un article. Une femme nommée Esther écrivait « Ma mère a donné à cette crapule toutes ses économies, $5 000. Elle avait économisé toute sa vie pour un traitement. Après que l'argent a disparu, elle a eu une crise cardiaque. Elle est morte sans jamais obtenir justice. » Gouin recula de l'ordinateur comme si elle avait touché quelque chose de sale. Son mari n'était pas seulement un escroc. Il était un tueur. Indirectement, mais un tueur. Des gens étaient morts à cause de ses actions. Le téléphone sonna et Gouin sursauta de surprise. Le nom de son mari s'afficha à l'écran. « Allô ?» Sa voix semblait étrangère. « Salut, mon rayon de soleil. » La voix d'Andrew était inhabituellement tendre. « Écoute, je vais être en retard aujourd'hui. Une réunion urgente avec des clients. Ne m'attends pas pour le dîner. » Mon rayon de soleil. Il ne l'avait pas appelé comme ça depuis longtemps. Il avait probablement besoin de quelque chose ou se sentait coupable. « D'accord, » répondit Gouin machinalement. « Tu as une drôle de voix. Tout va bien ? » « Oui, je suis juste fatigué. »« Repose-toi plus. Je te le dis tout le temps, n'en fais pas trop. Tu n'es qu'une femme au foyer. Pas besoin de te surmener. Juste une femme au foyer. » Maintenant, cette phrase sonnait complètement différemment. Il la rabaissait délibérément pour qu'elle se sente sans valeur, dépendante de lui, pour qu'elle n'ait pas le courage de poser des questions inutiles. « Au revoir », dit Gouin et elle raccrocha. Il allait donc retrouver sa deuxième famille aujourd'hui, Olivia et Nancy. Peut-être pour ce fameux spectacle au jardin d'enfants. Gouin retourna à l'ordinateur et continua ses recherches. Maintenant, elle cherchait des informations sur Olivia Brown dans la ville où vivait la deuxième famille de son mari. Elle trouva quelques mentions sur les réseaux sociaux, de vieilles photos de sites de rencontres. Olivia Brown, 34 ans, travaille comme comptable. Son statut indiquait « mariée ». Les photos montraient la même blonde de la valise, mais sur des clichés plus récents. Belle, soignée, heureuse. Son profil contenait des photos de fêtes de famille, d'anniversaire, du nouvel an, de vacances à la mer, et partout à côté d'elle, Andrew ou Lucas. Il enlaçait Olivia, jouait avec les enfants, avait l'air heureux et détendu. « Quel père de famille, ce Lucas », lisait Gouin dans un commentaire sous l'une des photos. « Tu as de la chance, Olivia. » De la chance. Que diraient ces gens s'ils savaient que leur père de famille Lucas était un criminel en fuite qui avait une autre femme et d'autres enfants dans une autre ville? Gouin trouva le numéro de téléphone d'Olivia et fixa longtemps les chiffres sur l'écran. Appeler. Dire la vérité. Mais que pouvait-elle dire? Bonjour, votre mari vit avec moi depuis 11 ans sous un autre nom. Qui la croirait? Au lieu de cela, elle se replongea dans ses recherches. Elle devait en apprendre le plus possible sur le passé de Lucas Brown, sur les autres crimes qu'il aurait pu commettre, sur le fait de savoir s'il était dangereux pour elle et les enfants. Le soir, Gouin avait un dossier entier d'articles imprimés, de captures d'écran et de notes. Le tableau était terrifiant. Lucas Brown n'avait pas seulement volé de l'argent à des retraités. C'était un escroc professionnel. Avant le montage pyramidal, il y avait eu plusieurs escroqueries plus petites rapportées dans la presse locale. Faux documents, sociétés écrans, clients trompés. Et cet homme avait vécu à côté d'elle pendant 15 ans, dormi dans le même lit, élevé ses enfants. Un homme qui mentait si facilement qu'il avait créé 2 familles complètes et trompé tout le monde autour de lui pendant des années. Mais la découverte la plus terrible attendait Gouin à la toute fin de la journée. En fouillant dans les documents de la valise, elle trouva un relevé bancaire daté du mois dernier. Un document de près de $100 000, contracté au nom de Gouin Wright. Ses mains tremblaient.
Elle ne savait rien d'un tel prêt, n'avait jamais signé de papier bancaire, mais la signature au bas du relevé ressemblait beaucoup à la sienne. Gouin saisit le téléphone et appela la banque. Après avoir été transférée plusieurs fois, elle atteignit finalement le bon spécialiste. Oui, le prêt existe, confirma l'homme. 100 000 $ garantis par l'appartement, contracté il y a un mois au nom de Gouin. Mais je n'ai rien signé. Comment ça, vous n'avez rien signé? Nous avons tous les documents notariés, les détails du passeport, la signature. Où étais-je censé signer ces documents? Dans notre agence. Vous êtes venu avec votre mari. Il était le garant. Gouin raccrocha et s'affaissa sur le canapé. Andrew avait donc falsifié sa signature et contracté un prêt à son nom. 100 000 $ garantis par leur appartement. L'appartement où vivaient ses enfants. Qu'allait-il faire de cet argent? Disparaître comme il y a 15 ans? La laisser avec des dettes et sans toit au-dessus de la tête? Gouin regarda l'horloge. Andrew devait rentrer tard, mais les enfants rentreraient bientôt de l'école. Elle devait se ressaisir, faire comme si tout était normal jusqu'à ce qu'elle décide de la suite. Mais une chose était sûre, sa vie de famille s'était terminée au moment où elle avait ouvert la valise dans le garage. Maintenant, une histoire complètement différente commençait. Une histoire de lutte pour la vérité, pour la justice, pour l'avenir de ses enfants. Et qu'Andrew pense qu'elle n'était qu'une femme au foyer sans éducation. Il allait bientôt découvrir de quoi une femme acculée est capable. Le lendemain, Gouin prit une décision qui, la veille encore, lui semblait impensable. Elle décida de suivre son mari. Quand Andrew annonça qu'il partait pour un autre voyage d'affaires de 3 jours, le cœur de Gouin se serra avec une certitude amère. Il allait retrouver sa deuxième famille. Projet important, mon rayon de soleil, dit-il en faisant ses valises dans la chambre. Un client allemand exige ma présence personnelle. Gouin le regarda silencieusement emballer non pas des costumes d'affaires, mais des jeans et des t-shirts, des vêtements décontractés. Les mêmes vêtements qu'il portait sur les photos de famille avec Olivia et les enfants. Et dans quelle ville a lieu la réunion? Demanda-t-elle innocemment. Dans la capitale, naturellement. Toutes les négociations sérieuses s'y déroulent. Andrew ne la regarda pas dans les yeux, se concentrant sur la fermeture de sa valise. Olivia et les enfants vivaient dans une direction complètement différente. Mensonge sur mensonge, et tout cela était si facile, si habituel pour lui. Le matin, Gouin accompagna son mari à la voiture, l'embrassa pour lui dire au revoir, lui souhaita bonne chance dans ses affaires. Elle joua le rôle d'une épouse aimante, bien qu'à l'intérieur, elle brûlait de douleur et de rage. Comment pouvait-il mentir si calmement? Comment pouvait-il la regarder dans les yeux et prononcer ces mots? Dès que la voiture d'Andrew disparut au coin de la rue, Gouin se précipita au téléphone. La veille, elle avait trouvé le numéro d'un détective privé, Richard Smith. Les critiques à son sujet étaient bonnes. Il était spécialisé dans les affaires familiales. « Je dois suivre mon mari », dit Gouin lorsqu'elle rencontra le détective dans un petit café du centre-ville. Richard était un homme d'une 50aine d'années, aux yeux gris attentifs et au contact amical. Il écouta Gouin sans l'interrompre, hochant la tête de temps en temps et prenant des notes dans son carnet. « Je comprends votre situation », dit-il quand Gouin eut terminé son histoire. « C'est une affaire compliquée, mais pas désespérée. Avez-vous une photo de ce Lucas Brown ?» Gouin sortit les photos de sa valise. Le détective les étudia attentivement, les comparant à une photo d'Andrew sur son téléphone. La même personne. Aucun doute. Vous avez bien fait de venir me voir. J'ai eu pas mal de cas comme celui-ci. Il rangea les photos dans un dossier. Commençons simplement. Nous allons suivre son itinéraire aujourd'hui, et ensuite nous verrons. À l'heure du déjeuner, Richard avait déjà rappelé. Votre mari ne s'est effectivement pas rendu dans la capitale comme il le prétendait, rapporta-t-il. La direction est Oriel, comme vous le soupçonniez. Je le suis. Je vous tiendrai au courant. Gouin passa la journée dans un étrange état de suspension. D'un côté, elle connaissait déjà la vérité. De l'autre, elle attendait la confirmation finale. Les enfants rentrèrent de l'école. Elle les aida avec leurs devoirs, prépara le dîner, mais tout cela semblait se dérouler dans un rêve. Le soir, le détective envoya les premières photos. Andrew descendait du train à Oriel. Il était accueilli par cette fameuse blonde, Olivia. Ils s'enlaçaient sur le quai comme des gens qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps. À côté, des enfants, un garçon et une fille, couraient partout. Une idylle familiale, pensa Gouin amèrement en regardant les photos. Les photos suivantes révélèrent encore plus de détails.
Andrew avec Olivia et les enfants dans un supermarché. Ils faisaient leurs courses comme une famille normale. Puis dans un parc d'attractions, ils faisaient faire un tour de manège aux enfants, leur achetaient de la glace, l'air heureux et détendu. Un père si attentionné, écrivit le détective dans un message. Et un mari si trompeur. Les clichés les plus douloureux arrivèrent le lendemain. Andrew et Olivia se promenaient bras dessus, bras dessous dans la ville, entrant dans une bijouterie. Richard réussit à les photographier à travers la vitrine. Andrew essayait des bagues aux doigts d'Olivia. Des alliances, précisa le détective. Apparemment, ils prévoyaient d'officialiser leur relation. Gouin fixa longtemps cette photo. Ils prévoyaient donc d'épouser Olivia. Mais qu'en était-il de leur famille? De moi, de nos enfants? La réponse arriva le soir même. Le détective envoya un enregistrement audio d'une conversation. Il s'avéra qu'il avait surpris une discussion entre Andrew et Olivia dans un café. « Tout sera bientôt terminé », disait la voix d'Andrew. « J'ai déjà contracté un prêt à son nom. Il y a assez d'argent pour commencer une nouvelle vie. Je t'ai dit que j'avais épousé Gouin juste pour l'argent. Ses parents avaient un appartement décent. Je pensais pouvoir le vendre, mais il s'est avéré que les documents ne sont pas si simples. » Une pause. « Dans un mois, je prendrai l'argent du prêt et je disparaîtrai. Gouin se retrouvera avec les dettes et nous commencerons une nouvelle vie. Peut-être déménagerons-nous dans un autre pays, loin de tous ces problèmes. Et si elle soupçonne quelque chose? Que pourrait soupçonner une femme au foyer sans cervelle? Elle ne pense qu'à la cuisine et à la lessive toute la journée. De plus, je l'ai tellement écrasée moralement qu'elle a même peur de sortir seule. » Gouin éteignit l'enregistrement et resta longtemps assise en silence. C'était donc encore pire qu'elle ne le pensait. Andrew ne la trompait pas seulement. Il prévoyait de la laisser avec 100 000 $ de dette et de disparaître à jamais. Le téléphone sonna, tirant Gouin de ses pensées tourmentées. C'était le détective. « Gouin, j'ai d'autres nouvelles pour vous, et elles ne sont pas bonnes. » La voix de Richard était sérieuse. « J'ai vérifié les documents financiers que vous m'avez montrés. Le prêt de 100 000 $ n'est pas la seule dette contractée à votre nom. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Gouin, anxieuse. « Au cours des 6 derniers mois, votre mari a contracté plusieurs autres prêts et crédits. Au total, le montant atteint environ 300 000 $, et tout est garanti par votre appartement. » 300 000 $. Gouin sentit sa tête tourner. « Mais comment est-ce possible? Je n'ai rien signé. » Falsifier des documents est un jeu d'enfant pour un professionnel comme lui. De plus, il a accès à vos données personnelles, et il connaît aussi des notaires qui, pour une certaine somme, certifieront n'importe quoi. Alors, que faire maintenant? La voix de Gouin tremblait. Cela signifie que si les prêts ne sont pas remboursés à temps, les banques ont tout à fait le droit de saisir votre appartement. Et compte tenu des plans de votre mari de disparaître avec l'argent, c'est exactement ce qui arrivera. Gouin s'effondra sur une chaise. Andrew ne prévoyait donc pas seulement de la quitter. Il avait l'intention de la laisser, elle et les enfants, sans abri, sans moyen de subsistance et noyés sous les dettes. « Que dois-je faire » murmura-t-elle. « D'abord, ne paniquez pas. Ensuite, agissez. Nous avons des preuves de son activité criminelle, des enregistrements de conversation. Vous devez aller à la police avant qu'il ne disparaisse. S'il découvre que vous soupçonnez quelque chose, il pourrait accélérer ses plans. Vous devez agir rapidement et prudemment. » Après la conversation avec le détective, Gouin fit les 100 pas dans la maison pendant un long moment, essayant de rassembler ses pensées. Dehors, il commençait déjà à faire nuit. Les enfants faisaient leurs devoirs dans leur chambre, ignorant que leur monde pouvait s'effondrer à tout moment. Gouin s'approcha du miroir dans le couloir et regarda son reflet. Une femme pâle et épuisée en peignoir. Juste une femme au foyer sans éducation, comme disait Andrew. Mais il y avait un feu dans ses yeux, un feu de rage, de détermination et d'amour maternel. Andrew se trompait lourdement s'il pensait qu'elle abandonnerait sans se battre. Demain, elle irait à la police. Demain, son combat pour la justice commencerait. Mais pour l'instant, elle devait tenir bon, faire comme si elle ne savait rien. Quand Andrew reviendrait de son voyage d'affaires, il trouverait la même épouse soumise l'attendant à la porte avec le dîner et des questions sur son travail. Il ne saurait pas que cette épouse connaissait déjà toute la vérité et se préparait à riposter. Andrew revint du voyage de très bonne humeur. Il fredonnait quelque chose en défaisant ses valises et avait même acheté un bouquet de fleurs à Gouin, le premier en 6 mois. Apparemment, la rencontre avec Olivia et les enfants lui avait donné un regain d'énergie.
Ou peut-être était-il simplement heureux de l'approche du moment où il pourrait disparaître à jamais. « Comment vas-tu, mon rayon de soleil ?» demanda-t-il en enlaçant Gwen dans la cuisine. « Je t'ai manqué ?» « Bien sûr, » répondit-elle, en essayant de rendre sa voix naturelle. « Comment se sont passées les négociations ? » « Très bien. Les Allemands sont ravis, le contrat est signé. Bientôt, nous aurons beaucoup d'argent. » Il lui fit un clin d'œil et ajouta, « Peut-être même que nous partirons en vacances quelque part. Ça fait longtemps que nous ne l'avons pas fait ensemble. » Gwen hocha la tête et sourit, bien qu'à l'intérieur, elle se contractait de dégoût. Comme il mentait facilement. Comme il faisait naturellement des projets qu'il n'avait jamais l'intention de tenir. Les jours suivants, Gwen mena une double vie. En apparence, elle restait la même, cuisinant, nettoyant, s'occupant des enfants. Mais derrière cette routine familière, un travail de fond s'opérait. Elle rassemblait méthodiquement des preuves, enregistrait chaque mensonge de son mari, chaque voyage d'affaires. D'abord, Gwen organisa son espace de travail. Dans le placard, derrière de vieilles boîtes, elle créa une cachette secrète pour les documents. Toutes les photos de la valise, les impressions d'articles sur Lucas Brown, les enregistrements des conversations avec le détective, tout était soigneusement trié dans des dossiers et numéroté. Approche systématique, se dit-elle en rangeant les papiers. Comme pour la gestion d'une maison, chaque petit détail compte. Tout doit être à sa place. Des années à gérer le budget familial, à planifier les achats et à organiser le foyer avaient appris à Gwen à être méticuleuse et attentive aux détails. Ses compétences, qu'Andrew méprisait tant, devenaient maintenant son arme. Elle commença un carnet spécial où elle notait tous les comportements étranges de son mari. Les heures de ses appels où il parlait à voix basse et allait dans une autre pièce. Les jours où il rentrait à la maison avec des vêtements inconnus, les moments où il recevait des messages et les supprimait rapidement. Une femme au foyer remarque tout, pensa Gwen en prenant une autre note, car la maison est son territoire et elle en connaît chaque détail. Elle porta une attention particulière à son téléphone. Andrew était toujours prudent avec, ne le laissant jamais sans surveillance, mais une femme au foyer a ses astuces. Quand il prenait une douche, Gwen photographiait rapidement l'écran avec les appels entrants. Quand il dormait, elle copiait soigneusement les numéros de la liste de contacts. C'est ainsi qu'elle découvrit qu'il avait 2 téléphones. Il gardait le second caché dans la boîte à gants de la voiture. Gwen le trouva par hasard en récupérant des jouets d'enfants oubliés dans la voiture. Le téléphone était enregistré au nom de Lucas Brown. Ce téléphone contenait toute une vie que Gwen ne connaissait pas. Des conversations avec Olivia, des photos de leurs enfants, des projets de voyage ensemble, même un groupe de discussion avec les parents d'Olivia où Andrew était appelé gendre Lucas. Gwen photographia les messages les plus importants. Dans l'un d'eux, Andrew écrivait à Olivia, « Encore un mois de patience, ma chérie. L'argent est presque prêt. Les documents sont faits. Bientôt, nous serons libres. » Dans un autre message, il discutait de projets de déménagement. Il regardait des appartements. Le climat était bon pour les enfants, et en plus, c'était près de la frontière au cas où quelque chose tournerait mal. Chaque découverte de ce genre la frappait comme un coup au cœur. Mais Gwen se forçait à rester calme et à maîtriser ses émotions. Plus tard. Pour l'instant, il est important de rassembler toutes les preuves. Le détective Richard l'aidait avec des conseils professionnels. Ils se rencontraient à différents endroits de la ville, parfois dans un café, parfois dans le parc, parfois dans un centre commercial. Gwen apprit à être prudente, à vérifier si quelqu'un la suivait. « Vous vous débrouillez très bien », dit Richard lors d'une réunion. « Nous avons déjà assez de matériel pour prouver la fraude, mais nous devons agir avec précaution. » « Que voulez-vous dire ?» demanda Gwen. « Votre mari est un criminel expérimenté. S'il se rend compte qu'il a été démasqué, il pourrait devenir dangereux. Donc, lorsque vous déposerez la plainte à la police, assurez-vous que les enfants sont en sécurité. » Gwen hocha la tête. Elle pensait constamment aux enfants. Dave et Rachel ne soupçonnaient rien et continuaient d'aimer l'homme qu'ils croyaient être leur père. Comment pourrait-elle leur expliquer la vérité? Comment leur dire que leur père était un criminel et un menteur? Pour l'instant, elle repoussait cette conversation. D'abord, elle devait s'occuper d'Andrew. Les documents bancaires devinrent un volet distinct de l'enquête. Gwen examina tous les contrats de prêt que le détective avait trouvés. Les signatures ressemblaient en effet beaucoup à la sienne, mais elle savait qu'elle ne les avait jamais signés. Ce qui la bouleversait le plus, c'était la minutie avec laquelle Andrew avait tout planifié.
Il avait profité des moments où elle était particulièrement vulnérable, après la maladie de sa mère et pendant les difficultés de Rachel à l'école. À ces moments-là, Gwen était distraite et n'aurait peut-être pas remarqué la disparition de documents de la maison. Il m'a étudié comme une proie, pensa-t-elle amèrement. Il connaissait mes faiblesses, mes peurs. Il savait que je lui faisais confiance. Mais la réalisation la plus douloureuse fut de constater depuis combien de temps cela durait. Pas des mois, mais des années de tromperie. Gwen revit toute leur vie commune et vit des mensonges partout. Des voyages d'affaires qui étaient des visites à une autre famille, des cadeaux achetés avec de l'argent volé, une tendresse qui n'était qu'un moyen d'endormir sa méfiance. Le dîner d'anniversaire romantique au restaurant, se souvint elle. Et le lendemain, il a contracté un prêt. Probablement exprès pour me rendre heureuse et que je ne pense à rien. 2 semaines plus tard, Gwen avait le tableau complet des crimes de son mari, des prêts totalisant 300 000 $, des documents falsifiés, une double vie sous un faux nom, et des projets de disparaître avec l'argent. Mais le détective trouva autre chose. Il s'avéra qu'Andrew avait déjà commencé à transférer de l'argent à l'étranger par petites sommes pour ne pas éveiller les soupçons des banques. Au cours des derniers mois, il avait fait sortir du pays environ 100 000 $. Il prépare sa fuite plus activement que nous le pensions, avertit Richard. Nous ne pouvons plus attendre. Gwen était d'accord. Elle sentait qu'Andrew était devenu plus nerveux, plus distrait, recevant des appels importants. Peut-être avait-il déjà fixé une date pour sa disparition. Dans les derniers jours avant de se rendre à la police, Gwen ressentit des émotions étranges. D'une part, la peur. Et si quelque chose tournait mal? D'autre part, l'anticipation. Enfin, ce cauchemar allait prendre fin. Elle passa plus de temps avec les enfants, essayant de se souvenir de ces derniers jours de leur vie insouciante. Demain, leur vie changerait à jamais. Demain, ils apprendraient que leur père était un criminel. Demain, une nouvelle vie commencerait, sans mensonge, sans peur, mais aussi sans la stabilité familière. « Maman, tu es triste ?» demanda Rachel en grimpant sur les genoux de Gwen. « Je suis juste un peu fatiguée. Papa dit que nous allons bientôt partir en vacances en famille. »« C'est vrai ?» Gwen serra sa fille fort dans ses bras. « Nous partirons certainement en vacances, » répondit-elle. « Mais peut-être pas de la manière que papa imagine. » Rachel ne comprit pas, mais se blottit plus près. Les enfants sentent toujours quand quelque chose ne va pas à la maison. Ce soir-là, en emballant une dernière fois les documents, Gwen pensa à quel point elle avait changé en ces quelques semaines. Il y a un mois à peine, elle n'était qu'une femme au foyer sans éducation. Maintenant, elle se sentait comme une détective, une enquêtrice, une protectrice de sa famille. « Il s'avère que j'ai un talent pour les enquêtes », pensa-t-elle avec un sourire amer. Dommage que j'ai dû le découvrir de cette manière. Demain, elle irait à la police. Demain, toutes les preuves seraient présentées. Demain, la justice commencerait son œuvre. Mais pour l'instant, elle était simplement une mère protégeant ses enfants. Et dans ce rôle, elle était prête à tout. Le matin, Gwen déposa les enfants chez sa sœur Olesia, prétextant avoir des affaires importantes en ville. Andrew partit travailler comme d'habitude, ne se doutant pas que ce jour serait son dernier jour de liberté. Au poste de police, Gwen fut accueillie par l'inspecteur Gregory Jackson, un homme d'âge mûr aux yeux attentifs et au contact amical. Gwen étala tout le dossier de preuves devant lui. « C'est une accusation grave, » dit-il en examinant les documents. Escroquerie à grande échelle, falsification de documents, usage de faux. De plus, il est sur la liste des personnes recherchées au niveau fédéral depuis 15 ans. Gwen raconta tous les détails, montra les photos et fit écouter les conversations enregistrées à l'inspecteur. L'inspecteur écouta attentivement, posant des questions pour clarifier. « Nous avons suffisamment de motifs pour une arrestation, » conclut-il. « Mais nous devons agir vite. S'il soupçonne quelque chose, il pourrait disparaître. » Le soir, l'opération était planifiée. Ils décidèrent d'arrêter Andrew à la maison à son retour du travail. Gwen devait se comporter comme d'habitude pour ne pas éveiller les soupçons. Quand Andrew entra dans la maison, Gwen le rejoignit dans la cuisine. Il avait l'air satisfait et avait même apporté un gâteau de la pâtisserie. « On fête quelque chose ?» demanda-t-elle. « On pourrait dire ça », répondit-il. « Demain, j'ai une réunion importante après laquelle notre vie changera pour le mieux. » Gwen savait ce que cela signifiait. Demain, il prévoyait de retirer l'argent du dernier prêt et de disparaître. La sonnette retentit à 20 heures précises. Andrew regarda Gwen, surpris. Il n'attendait personne. « Andrew Wright ?»
demanda un homme en uniforme lorsque la porte s'ouvrit. Oui, c'est moi. Ou peut-être Lucas Brown? Police. Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'escroquerie. Le visage d'Andrew changea instantanément. D'abord le choc, puis la réalisation, puis la rage. Il se tourna vers Gouin. C'est toi? Tu m'as trahi. J'ai protégé ma famille, répondit calmement Gouin. Il tenta de se débattre, mais les policiers le maîtrisèrent rapidement. Les menottes cliquetèrent à ses poignets. Tu ne comprends pas ce que tu as fait, cria-t-il alors qu'on l'emmenait. Tu ne peux rien faire. Tu n'es qu'une femme au foyer. Sans moi, tu es perdue. C'est ce que nous verrons, dit Gouin à voix basse. Le lendemain, l'affaire fit la une des journaux locaux. Un escroc se cachant sous un faux nom depuis 15 ans avait été arrêté. Des journalistes vinrent à la maison de Gouin, mais elle ne laissa personne entrer. Le procès eut lieu 3 mois plus tard. Andrew fut condamné à 8 ans de prison. Tout l'argent volé fut restitué aux victimes, y compris aux retraités. L'appartement resta à Gouin. Le tribunal déclara tous les prêts invalides en raison de la falsification de documents. Elle reçut également une indemnisation pour préjudice moral. Quand toutes les procédures judiciaires furent terminées, Gouin se retrouva seule avec ses enfants et une nouvelle vie. Une vie sans mensonge ni humiliation, où elle pouvait être non pas juste une femme au foyer, mais une femme forte, intelligente, capable de protéger sa famille. 6 mois après le procès, Gouin était assise dans son petit bureau, examinant des CV de candidats. Une plaque sur la porte indiquait « Agence de personnel de maison confort familial ». Directrice, Gouin Wright. L'idée était venue de manière inattendue. Lorsque ses connaissances apprirent son histoire, beaucoup commencèrent à lui demander conseil. Comment trouver une nounou fiable, comment vérifier une femme de ménage, comment organiser la gestion du foyer. Gouin réalisa que ses nombreuses années en tant que femme au foyer étaient en fait des compétences de gestion inestimables. Qui sait mieux que moi ce dont une famille a besoin? Pensa-t-elle en classant les documents de l'agence. Qui comprend mieux quelles qualités sont importantes pour le personnel de maison? L'indemnisation du tribunal devint le capital de départ. Gouin loua un petit bureau, engagea une assistante, créa un site web. Le principe fondamental de l'agence était une vérification approfondie de chaque candidat, documents, références et même état psychologique. Personne ne devrait avoir à vivre ce que j'ai vécu, disait-elle à ses clients. Nous garantissons l'honnêteté et la fiabilité de chaque spécialiste. L'entreprise se porta étonnamment bien. Il s'avéra que la ville manquait cruellement de services de qualité pour le personnel de maison. Gouin connaissait tous les détails, des exigences pour une nounou aux nuances du travail avec les personnes âgées. Après 1 an, l'agence devint l'une des meilleures de la ville. Gouin employait 5 personnes. La base de données contenait plus de 200 spécialistes vérifiés. « Maman, tu es une vraie patronne maintenant », dit Dave avec admiration en venant à son bureau. Les enfants s'adaptèrent à la nouvelle vie plus facilement que Gouin ne l'avait prévu. Oui, il avait été difficile d'expliquer la vérité sur leur père, mais les enfants se révélèrent plus forts. Rachel écrivait encore parfois des lettres à Andrew en prison, mais sans fanatisme. Il fallut du temps à Gouin pour croire en elle. Des années d'humiliation ne s'effacent pas sans laisser de traces, mais chaque projet réussi, chaque client reconnaissant ajoutait à sa confiance. Un cas marqua particulièrement la mémoire de Gouin. Une femme âgée qui avait peur de rester seule à la maison après la mort de son mari. Gouin lui choisit personnellement une dame de compagnie, en tenant compte de chaque nuance de son caractère et de ses besoins. Après 1 mois, la femme s'épanouit. Elle n'avait pas seulement une aide, mais une véritable amie à ses côtés. Vous comprenez comment une famille fonctionne de l'intérieur, disaient les clients. C'est pourquoi vous choisissez les gens si parfaitement. 1 an plus tard, un homme d'âge mûr représentant une grande chaîne hôtelière entra dans le bureau. L'offre était tentante, devenir partenaire pour le recrutement de personnel pour le secteur hôtelier. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend le service, expliqua-t-il. Quelqu'un qui sait ce que signifie prendre vraiment soin des gens. Gouin accepta. Cette nouvelle direction ouvrit encore plus de possibilités. 2 ans passèrent. Un soir, Gouin était à la maison avec ses enfants, les aidant avec leurs devoirs. Sur la table se trouvaient des documents pour un nouveau contrat. L'agence prévoyait d'ouvrir une succursale dans une ville voisine. « Maman, tu te souviens quand papa disait que tu n'étais qu'une femme au foyer ?» demanda soudainement Dave. « Je m'en souviens. Et maintenant, tu as toute une entreprise et tout le monde dit que tu es la meilleure spécialiste de la ville. » Gouin sourit. Tu sais, il n'avait pas entièrement tort.
J'étais vraiment une femme au foyer, mais il s'avère que ce n'est pas si simple. C'est un travail très complexe et important. Comment va notre femme d'affaires? Plaisanta-t-il. Très bien. J'ai signé un contrat de 250 000 $ aujourd'hui. Waouh! Et moi qui me souviens de la jeune fille timide de l'agence de voyage. Cette jeune fille n'a pas disparu, répondit Gwen. Elle a juste pris conscience de sa valeur. 3 ans plus tard, l'agence Confort Familial était connue bien au-delà des limites de la ville. Gwen donnait des conférences, des interviews à des magazines économiques et conseillait des collègues. Un jour, elle reçut une lettre de prison. Andrew écrivait qu'il regrettait ce qu'il avait fait et demandait pardon. À la fin, il ajouta « Je t'ai sous-estimé, Gwen. Tu t'es révélée plus forte que je ne le pensais. » Gwen tint la lettre dans ses mains pendant un long moment, puis la jeta à la poubelle. Le passé était le passé. Elle avait une nouvelle vie, de nouveaux objectifs et un nouvel amour. Le dernier jour de l'année, Gwen se tenait dans son bureau, décoré pour les fêtes. Des lettres de remerciement de clients, des diplômes et des photos de cérémonies de remise de prix étaient accrochés au mur. Dans le coin se trouvait un grand sapin de Noël avec des cadeaux en dessous pour le personnel. Demain, la nouvelle année commencerait, pleine de projets et de possibilités. Gwen pensa à quel point sa vie avait changé. Il y a 4 ans, était une entrepreneure prospère, une spécialiste respectée et une mère heureuse. Finalement, être femme au foyer est une profession, sourit-elle en éteignant les lumières du bureau. Et une profession très prometteuse. La neige tombait dehors. Gwen se dirigea vers sa voiture, pensant à la façon dont elle annoncerait à ses enfants les projets futurs, la nouvelle succursale, un possible déménagement dans la capitale, et que la vie ne faisait que commencer. Et quelque part dans une autre ville, Olivia élevait seule ses enfants, devant elle aussi être forte. Quelque part, Andrew purgeait sa peine, réfléchissant à la façon dont il avait sous-estimé la femme au foyer silencieuse. Mais c'était d'autres histoires. L'histoire de Gwen se terminait bien, comme toute histoire devrait se terminer, celle d'une femme qui a cru en elle.